et à vous toutes. Bienvenue au 4e rendez-vous des samedis du TNS. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous qui est consacré à l'amour, au désir et à la sexualité. Vous avez derrière vous le décor des liaisons dangereuses. Et donc, il nous a paru judicieux d'inviter Claude Habib, spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle, pour nous parler de ces thèmes-là, à la lumière de ce que l'on peut comprendre de cette littérature-là. Voilà, donc elle va parler pendant une demi-heure de ce thème-là. 35 minutes. 35 minutes. Ensuite, dans un deuxième moment, Sophie Joubert, journaliste à l'Humanité, viendra dialoguer avec Claude Habib. Et dans un troisième moment, il y aura un dialogue avec vous, avec le public. Voilà, je vous confie le public et je vous confie Claude Habib. Merci Frédéric. Bonjour à tous, merci d'être là. Et merci au TNS de m'avoir invité, bien sûr. C'est très difficile de parler d'amour en public parce que le rapport à cette passion est à la fois commun et très divers. Tout le monde en a une expérience ou plusieurs et il doit se trouver parmi vous des gens qui ont un rapport actuel et brûlant à cette passion, et il y a peut-être aussi des grands brûlés, et il y a des gens qui gardent des souvenirs précieux de cette expérience. Donc les opinions sur l'amour varient de l'enthousiasme à la crainte, à la crispation, au rejet, et bien sûr, la légitimité de celui ou celle qui tient un discours général ne pèse pas lourd devant des opinions qui sont formée et fondée sur l'expérience individuelle. Donc, quoi que je puisse dire, je ne vous ferai pas changer d'avis et j'espère pas le faire. Permettez-moi, pour donner une idée claire de cette variation, de cette variété, de citer un peu longuement un développement de Gabriel Tarde, qui est un grand sociologue français de la fin du XIXe siècle. Et il avait consacré son dernier cours au Collège de France à la morale sexuelle. Et Tarde évoque l'opposition, l'antinomie, va-t-il jusqu'à dire, entre deux états de l'homme, l'état calme et l'état érotique. Je le cite. Antinomie, car pour juger la volupté et l'amour, nous nous plaçons toujours nécessairement au point de vue soit de l'état calme et normal des sens, où l'esprit est lucide, de curiosité ouverte et éclectique, épris des idées, soit au point de vue de l'état érotique, c'est-à-dire de curiosité étroite, exclusive, aiguë, tournant désespérément dans un tout petit cercle d'obsession vertigineuse. Or, ces deux états forment un contraste absolu, irréductible. Ce sont comme deux personnalités, résultant du dédoublement de notre moi. Et les appréciations que nous suggèrent ces deux états relativement aux joies et aux maux de l'amour sont contradictoires, inconciliables. Les joies de l'amour, pour qui s'y plonge, pour qui vit dans un état presque habituel d'érotomanie, ont une telle puissance d'enivrement et se montrent tellement supérieures à toute autre fièvre, à tout autre enthousiasme, à tout autre lyrisme, en intensité, en richesse, en profondeur, en exquisité, j'adore ce mot, qu'on est porté alors à regarder leur poursuite comme l'orientation idéale et normale de la conduite, comme la sagesse suprême, et à maudire comme désastreux tout ce qui y fait obstacle. Et plus loin, opposant ces deux types d'hommes, ou ces deux états de la personnalité du même homme, Tarde envisage le regard nécessairement porté par l'un et par l'autre sur la sexualité. Pour l'un, ces actes, tristes nécessités intermittentes, sont des souillures qu'il faut effacer avec grand soin par de longs intervalles de continence. Pour l'autre, ce sont des clous d'or auxquels tout le reste de la conduite et de l'existence est suspendu et qui donnent à la vie humaine sa raison d'être. Bon, je ne parlerai donc pas d'amour en général, mais d'un sujet plus étroit où ma compétence est plus assurée, notre rapport collectif aux représentations que c'en est fait le XVIIIe siècle. Et bien sûr, dans le XVIIIe siècle, puisque c'est l'occasion de notre réunion, j'essaierai de faire une place à cet immense auteur qu'est Laclos,
lui faire place, c'est-à-dire déterminer quelle est sa place à la toute fin du siècle. Il y avait un sujet de dissertation quand j'étais jeune, le siècle allait finir en portant tous ses secrets, et soudain, Laclos a ouvert la porte. Alors, je n'ai pas retrouvé la citation, je ne sais pas si c'est Giraudoux, ça sonne comme du Giraudoux, ou si c'est Cocteau, c'est l'un ou l'autre, mais voilà, essayons de réfléchir sur cette célèbre formule, sur quoi nous a-t-il ouvert la porte. Nous ne cessons de revenir à lui, d'être subjugués par son talent, par sa virtuosité de style, par son art de combiner les intrigues pour se faire croiser et recroiser des personnages et des projets jusqu'à la catastrophe finale. Mais enfin, indépendamment de son art consommé, sur quel spectacle a-t-il ouvert la porte? Quel est le secret qu'il nous a fait découvrir, le problème qu'il nous a légué et qui explique que nous revenions à lui? Voilà. Alors, le premier candidat qui vient à l'esprit, c'est bien sûr le libertinage. Il aurait révélé la corruption du siècle. Alors, le libertinage, c'est un sujet sur lequel je ne suis pas la première ni la seule. C'est une question qui a été très étudiée, c'est même archi-rebattu dans le champ des études 18e depuis une trentaine d'années. En gros, de 1980 à 2010, ma discipline a été dominée par la question du libertinage, qui a inspiré des ouvrages à des spécialistes aussi divers que Michel Delon ou Patrick Waldazowski. Alors, Michel Delon, il est professeur à la Sorbonne. Patrick Waldazowski, il était professeur à Saint-Denis. Pourquoi je précise ces institutions, et je les cite exprès, c'est qu'on les considère généralement comme opposés. Vous avez la vieille Sorbonne, conservatrice, et Saint-Denis, c'est l'héritière de Vincennes, donc c'est la contestataire. Eh bien, sur la question qui nous occupe, durant 3 décennies, il n'y a pas d'opposition entre la vieille garde et la jeune garde, entre les tenants du conservatisme et les partisans du mouvement. Tous se sont mis à creuser le même sillon, et il faut dire que les perspectives éditoriales étaient souriantes et même riantes aux éclats. Un appétit de publication et de republication extraordinaire a fait sortir de l'enfer de la Bibliothèque nationale non seulement les grands, mais les mineurs. Sade s'est retrouvé en poche et en Pléiade. La Pléiade, c'est le panthéon de l'édition, mais des auteurs comme Jean-François Bastide, Louvette Couvray, La Pouplinière se sont retrouvés dans toutes les librairies. Casanova, dont les mémoires n'existaient qu'en extrait, a été enfin édité en 3 volumes, 3000 pages, par bouquin à la fin du siècle dernier. Et comme si ça ne suffisait pas, l'histoire de ma vie reparaît actuellement avec encore plus de variantes, c'est encore plus scientifique, et il y a 4000 pages au lieu de 3000. Bon, bref, on n'arrête pas cette vogue. N'est pas seulement une affaire de spécialistes. Parce qu'à côté de mes chers collègues, c'était soutenu par des écrivains. Solers, Kundera qui, en même temps que les éditions Gallimard font reparaître Point de lendemain, texte érotique magnifique de Vivant Denon, Kundera publie La lenteur, qui est une réflexion sur cet érotisme libertin. Et à côté des grands, il y a des seconds couteaux. Guy Scarpetta, par exemple, qui suit la même vogue. Tous ces auteurs-là allaient chercher dans le siècle des Lumières l'invention de la liberté, mais pas l'invention de la liberté au sens où l'entendait Jean Starobinski, c'est un titre de lui, mais au sens plus étroit de la liberté sexuelle. Je dis tout de suite que depuis janvier 2015, ce n'est plus ce qu'on va chercher, ce sont plutôt les réflexions sur la tolérance et le fanatisme qui sont mobilisés. C'est Bayle, c'est Voltaire, auxquels nous demandons des armes pour notre présent. Mais avant que l'actualité nous ramène à ces considérations poignantes et très lourdes, c'est la légèreté dans les mœurs qui retenait l'intérêt des spécialistes, des écrivains, mais aussi bien sûr du public. Parce que s'il n'y avait pas eu du public
pour demander tout le temps des textes érotiques du XVIIIe, il n'y aurait pas eu cette fringale éditoriale. Vous aurez peut-être remarqué que dans les noms de spécialistes que j'ai égrenés, il y a peu de femmes. Il y en avait, mais peu. Il y en avait Annie Lebrun sur Sade, Chantal Thomas sur Casanova, Cécile Guibert, mais dans l'ensemble, les femmes sont moins nombreuses. Pourquoi? Eh bien, je crois que la plupart des spécialistes femmes se tenaient dans un retrait prudent, s'occupaient de Montesquieu, s'occupaient de... Et ça s'explique. Parce que nous, les femmes, on se doute bien que dans un monde où il n'existait pas de contraception fiable, le libertinage est moins égalitaire que certains séducteurs le prétendent. Casanova, par exemple, n'arrête pas d'affirmer que du moment qu'il y a jouissance de part et d'autre, les femmes ne devraient pas se défendre de l'aimer, lui, puisque son but dans le commerce charnel est pour une large part de leur donner du plaisir. Et Casanova, il est bien parce qu'il donne des chiffres, et il dit « J'ai toujours trouvé que le plaisir que je donnais formait les 4/5 du mien. » Bon. Donc l'orgasme féminin est son but, enfin à 4. Donc quand les femmes repoussent les avances du Vénitien, les femmes se défendent en fait contre leur propre plaisir. L'argumentaire est faux. Bien entendu, en réalité, les femmes au XVIIIe payent les pots cassés du libertinage. C'est leur réputation qui est en péril. De ce point de vue-là, Casanova est assez fair-play. Il dit qu'il gardera un secret rigoureux, et c'est vrai. Casanova, tombeau. Hein. Les casanovistes, ça fait 2 siècles et demi qu'ils cherchent. Alors, qui c'est Henriette, qui c'est M2M, etc. Il a vraiment crypté, on ne sait pas qui c'est. Alors, d'accord, mais il n'y a pas que la réputation. C'est dans leur corps qu'elles payent. Elles sont seules devant les décisions lourdes de l'avortement secret, de l'accouchement clandestin, de l'abandon du nourrisson, qui, vous savez, touche presque un tiers des naissances dans les grandes villes dans les années 1770. Donc c'est énorme. Évidemment, les enfants qu'on abandonne, c'est les enfants illégitimes. Bref, les femmes du XVIIIe siècle ne jouissent pas des facilités qui s'ouvrent à nous. Seule la science moderne pouvait donner consistance aux propos des séducteurs d'antan. Dans le monde moderne, en effet, la contraception a supprimé le risque et permet de symétriser le sort de l'un et l'autre sexe. Au XVIIIe, la symétrie est souvent figurée. Il y a des libertines au milieu des libertins. D'ailleurs, on ne voit pas comment il pourrait y avoir de libertinage sans qu'il y ait de femmes qui s'y engagent. Mais dans la réalité, ces libertines, ce sont pour la plupart des prostituées ou des femmes entretenues ou des filles de l'opéra, puisque les filles de l'opéra sont des filles entretenues qui échappent à la surveillance de la police. Alors dans la fiction, bien sûr, Sade invente Juliette qui se conduit de façon très... qui se conduit comme les monstres sadiens se conduisent, mais quand le cadre est réaliste et que ce n'est pas un imaginaire merveilleux, on voit que ça ne marche pas comme ça. Et que Manon Lescaut, elle paye sa liberté, parce que Manon Lescaut, elle va être envoyée avec les prostituées enchaînées au Havre de France pour partir en Louisiane. On essaye de repeupler la Louisiane en envoyant des filles de joie servir de compagnes aux colons. Parce que la Merteuil, pour ceux qui ont vu le spectacle hier ou qui auront la chance de le voir ce soir, la Merteuil, pour vivre une vie comme celle d'un libertin, elle est obligée à un stoïcisme, à des exercices de stoïcisme. Vous savez qu'elle se blesse elle-même, elle se blesse jusqu'au sang en gardant un visage riant pour apprendre à masquer ses expressions. Parce qu'il faut vraiment qu'elle mente, que son visage soit entièrement dissimulé, qu'elle cache le plaisir et qu'elle cache la douleur et qu'elle devienne absolument indéchiffrable. Donc ça demande une ascèse supérieure de vivre comme un homme. Alors de nos jours, cette liberté-là, il n'y a pas besoin de se fatiguer, c'est un fait d'expérience et c'est une situation troublante car aucune société ne fut plus libre que nous ne sommes. Vous savez que toutes les sociétés se sont données des ailleurs sexuels. Pour l'âge classique, c'est l'Antiquité. L'Antiquité, ça permet de représenter Léda et le cygne, ou Danaé et la pluie d'or. Enfin, l'Antiquité, ça sert à peindre des femmes nues ou à lire du Ovide. Pour le XVIIIe, Tahiti a servi à ça. Tahiti est l'endroit de la disponibilité sexuelle générale des femmes.
Et pour le 19e siècle, c'est le 18e siècle qui va être le paradis surexcitant du moment où on, par rapport donc à cette moralisme qui tombe comme une chape à la Restauration, le 18e paraît comme le Brésil ou la Suède pour la France des années 60-70. Bon, eh bien, aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, nous n'avons plus d'ailleurs, nous n'avons plus d'autres endroits où la sexualité est plus libre. Nous sommes... Voilà, les femmes ont cessé de jouer un rôle conservateur sur le plan des mœurs, ce rôle qui leur était assigné par la société et par la nature. Quand je dis la nature, ça veut dire qu'elles risquaient d'être enceintes et elles ne le risquent plus. Le relâchement de ces contraintes s'est produit dans le dernier tiers du XXe siècle et à ce moment-là, les hommes se sont tournés vers le XVIIIe pour chercher, dans le désordre des mœurs de la fin de l'Ancien Régime, un reflet flatteur de ce qu'ils étaient en train de vivre, c'est-à-dire voilà, le relâchement des contraintes. Il y a une autre raison qui est qu'à cette période, dans les années 80, l'espoir du grand soir, l'espoir révolutionnaire tombe tout d'un coup. C'est ce que Lyotard repérait quand il définit la postmodernité comme la fin des grands récits. Soudain, l'espoir d'un avenir révolutionnaire assez imminent, le grand soir, n'existe plus. Et donc, on vit au présent. Et dans le présent, la contestation demeure et elle va se jouer dans la sexualité. La sexualité, ça va être le terrain dans lequel on va contester la morale bourgeoise. Bon. Et donc, il va y avoir un surinvestissement de la sexualité comme sexualité contestataire et on va chercher dans le XVIIIe siècle, puisque le XVIIIe siècle nous montre eh bien, des libertins insolents qui eux aussi s'opposent à un ordre moral, s'opposent en particulier à la mainmise de l'Église sur la société. Et le narcissisme contemporain s'empare du joli temps, comme on l'appelle, comme d'un miroir embellissant. À travers les jeunes héros de Crébillon ou de Laclos, la libération sexuelle héritée de mai 68, c'est chercher non pas des justifications, puisque ces justifications, c'est celles que je viens de dire, c'est la contestation de l'ordre bourgeois, non pas des justifications, mais un style. Et j'ajoute que ce n'est pas seulement chez les hétérosexuels, comme Solers, que ce mouvement s'observe. Edmund Dwight, qui est un auteur américain gay, a assuré dans des écrits autobiographiques qu'il avait trouvé chez Crébillon fils la description exacte des relations érotiques dans le milieu gay à New York, juste avant la survenue du sida. Ça m'a complètement étonné, mais voilà, il lisait et faisait lire Crébillon autour de lui, et tous ses amis s'enchantaient de l'exactitude de cette ronde des affaires. Straight ou gay, le monde fut soudain plein de Meilcourt ou de Valmont. Le coup d'arrêt de cette vogue ne fut pas donné par des facteurs extérieurs comme l'épidémie de sida ou le terrorisme islamique, il vint de l'intérieur même de la libération sexuelle via le réalisme de Michel Houellebecq, dont les anti-héros révèlent à l'époque ce qu'elle ne voulait pas savoir d'elle-même. Houellebecq montre crûment que l'ère de la pornographie de masse où nous étions entrés avait peu de choses à voir avec le libertinage du temps de Louis XV. Dès son premier livre, il le montre sous une lumière, vraiment une lumière de néon, une lumière qui ne flatte pas. Ces cadres fatigués, ce ne sont pas des petits marquis. Ils habitent le monde moderne et ils n'y évoluent pas de manière glorieuse. Ce sont des perdants. Ils sont écrasés dans la masse, ils sont pris dans la concurrence et sujets à la dépression. Pas de masque et de bergamasque, pas d'éventail, aucun oripeau volé à Watteau ou à Fragonard ne vient recouvrir ces vies ordinaires. Avec Houellebecq, on change de décor
et d'époque, car il fait regarder en face la déception contemporaine sans vanité ni faux fuyant. La libération sexuelle a manqué à ses promesses, elle recouvre la déloyauté mutuelle des sexes et le tout venant des coucheries du samedi soir. Avec Houellebecq, la mode du donjuanisme cesse d'un coup, sans que le respect pour les femmes y gagne quoi que ce soit, puisque les femmes sont jugées responsables de l'effondrement moral, mauvaises mères et têtes creuses, les femmes occidentales sont accusées d'être les instigatrices de cette pseudo-libération. Elles sont collectivement renvoyées au vieillissement, au délaissement, non sans cruauté, puisque Houellebecq trempe sa plume dans une encre très noire. Alors, le XVIIIe siècle formait une riche configuration sur le plan des représentations de l'amour. La première chose qu'on voit, c'est celle que j'ai indiquée, la ligne du libertinage aristocratique. Elle va du Don Juan de Molière jusqu'au bourreau de Sade, en passant par les petits maîtres de Crébillon, le Lovelace de Richardson ou le Valmont de Laclos. Qu'il y ait du sadisme avant Sade, c'est une évidence. Voilà ce que dit Lovelace à son âme damnée. J'ai presque regret de t'avouer que je prends plaisir à faire le tyran sur ce que j'aime. Bon. Dans cette lignée, les hommes sont des prédateurs, plus ou moins retors, plus ou moins gracieux, Sade étant le moins gracieux de tous, puisqu'il ne dissimule rien et formule clairement une préférence pour le viol. Voilà ce que dit un de ses personnages. Écoutez bien, je ne fais par caprice nul cas de ce qu'on me donne. Je n'estime que ce que je prends. Il y a de quoi faire reculer, sauf les naturels téméraires et les tempéraments brutaux. Mais cette ligne du libertinage aristocratique, des grands seigneurs méchants hommes, comme dit Molière, rencontre au cours du siècle un contre-courant, celui de l'amour tendre et naturel. Sade, qui fait l'apologie du viol, c'est l'exact contraire de Rousseau, pour qui seul importe la libre faveur féminine. Et c'est une jeune fille, Julie, qui formule la leçon d'amour féministe. Rousseauiste. Si je dis que Rousseau est féministe, on va me crever les yeux. Julie décide de donner à son amant un baiser pour le récompenser justement d'être à ses pieds, d'être vertueux, respectueux, tout ça. Mais ce n'est pas seulement pour le récompenser, c'est parce qu'elle veut qu'il comprenne quelque chose. Et voilà ce qu'elle veut qu'il comprenne. Je veux lui faire sentir, malgré les préjugés vulgaires, combien ce que le cœur donne vaut mieux que ce qu'arrache l'importunité. Exactement le contraire de Sade. C'est vraiment le versant opposé, l'exaltation conjointe de la liberté désirante et du consentement des femmes. Sade prône la liberté au détriment d'autrui, la liberté comme déchaînement. Rousseau reconnaît que l'amour physique est essentiel. Pour lui aussi, c'est un clou d'or, pour reprendre l'expression de Tarde, auquel la vie entière est suspendue. Il ne veut surtout pas qu'on méprise le corps. Et ça, il le dit dans son traité d'éducation. Voilà ce qu'il dit. Comment on fait l'éducation d'un jeune homme. Ceux qui veulent conduire sagement la jeunesse pour la garantir des pièges des sens lui font horreur de l'amour et lui feraient volontiers un crime d'y songer à son âge, comme si l'amour était fait pour les vieillards. Toutes ces leçons trompeuses que le cœur dément ne persuade point. L'amour et la sexualité sont centrales. Est-ce qu'il faut commencer par Rousseau ? Bon, je suis rousseauiste, j'ai tendance à commencer par Rousseau, mais avant Rousseau s'esquisse déjà le roman de la Passion, et je voudrais citer le mot d'un personnage de l'abbé Prévost, et c'est une femme, encore. Dans Cleveland, c'est Fanny qui parle. « L'amour est pour moi le bien suprême, soit par le caractère de mon cœur, ou par la disposition des événements de ma vie, je n'ai jamais eu le goût ni même l'idée d'un autre bonheur. Et si je me forme une haute opinion
de la félicité qu'on nous promet dans une vie meilleure, c'est qu'on y doit aimer toujours. Cette vocation amoureuse, comme vocation exclusive, donc est énoncée par une femme. Et c'est peut-être pas étonnant si on pense, comme Germaine de Staël, l'amour est l'histoire de la vie des femmes, il n'est qu'un épisode de la vie des hommes. Formule qui frappera Lord Byron au point qu'il la mettra en vers. Man's love is of man's life a thing apart, its woman's whole existence. Je ne vois aucune héroïne avant la Fanny de Prévost qui ait osé dire l'empire de l'amour avec une telle force et une telle ingénuité. Auparavant, c'est la litote, va, je ne te hais point, c'est l'effet de sourdine. Aucun personnage auparavant n'avait exprimé en ces termes l'amour que la Tassiana de Pouchkine dira avec une telle force. Et notez dans ce que dit Fanny l'identification complète du paradis futur, l'avenir qu'on nous promet, et de l'amour terrestre. Fusion de la dévotion et de la passion, de quoi scandaliser les esprits religieux, mais dans l'esprit de celle qui parle, ce n'est nullement sacrilège, c'est ce qu'elle pense. L'amour, c'est le paradis. Bon. C'est donc au XVIIIe siècle qu'est apparue cette possibilité d'une vie entièrement consacrée à l'amour, qui sera, vous le savez, le grand thème du romantisme, qui simplifie le paysage passionnel. Avant, on reconnaissait plusieurs passions dans la vie humaine, on reconnaissait au moins l'amour et l'ambition. C'est ce que dit La Fontaine. Hein. Deux démons, à leur gré, partagent notre vie et de son patrimoine ont chassé la raison. Je ne vois point de cœur qui ne leur sacrifie, si vous me demandez leur état et leur nom. J'appelle l'un l'amour, l'autre ambition. Mais il n'y a plus d'ambition avec le romantisme. Les héros romantiques, ils échouent fatalement dans la course au bien de ce monde. D'ailleurs, ils n'y vont pas. On reconnaît un héros romantique au fait qui se lave les mains de prendre une place, de gagner de l'argent. Voilà, il s'en moque. Bon, retenons que le paysage érotique du XVIIIe siècle présente un remous du fait que deux lignes se croisent, deux lignes contraires, qui toutes deux prônent l'amour physique, mais en des termes antagonistes et concurrents, le libertinage, l'amour-passion. Maintenant, je reviens à Laclos. Quel est son jeu dans cette partition ? La formule dont nous sommes partis, il a ouvert la porte au dernier moment, il nous a fait voir le siècle, est souvent interprétée platement. Laclos aurait révélé le désordre des mœurs caché sous le vernis de la politesse aristocratique. Alors ça, c'est très très peu plausible, parce que des témoignages sur le libertinage, on en a depuis la Régence tant que tant. Dès 1721, dans les lettres persanes, vous savez, les deux persans là, qui viennent à Paris et qui tombent sur la France, Rica, le persan, découvre un monde où toutes les femmes ont des amants. Toutes. Enfin, presque toutes. Ce n'est point qu'il n'y ait des dames vertueuses, on me les montrait. Mais elles étaient toutes si laides qu'il faut être un saint pour ne point haïr la vertu. Bon, 1721. Bon, un mari qui voudrait seul posséder sa femme serait considéré comme un perturbateur de la joie publique. Bon, alors, bon, je passe. C'est certainement pas le désordre des mœurs. Autre candidat possible, l'esprit de domination. Avec Valmont et Merteuil, il n'est plus possible de croire à la bénignité de la séduction. On ne peut plus penser que le goût du plaisir est le motif central des conduites libertines. Ces deux personnages-là ne veulent pas seulement jouir, ils veulent vaincre, ils veulent dominer les autres par la jouissance, soit qu'ils la prennent, soit qu'ils l'infligent. Le plaisir est requis, bien sûr, mais il est requis à titre de moyen. Le jeu est de tromper et d'humilier ceux qu'ils séduisent, non de goûter le plaisir et la jubilation d'en donner. Alors, est-ce que ça serait là l'originalité de Laclos ? Eh bien, j'ai peine à le croire, parce que là encore, beaucoup plus tôt, on retrouve cette dimension. Et en particulier chez Crébillon, il y a un texte de 1740 qui s'appelle « Le Sofa », qui est un conte oriental, où vous avez deux hommes qui s'entendent pour se partager une femme en lui faisant un chantage. Ils vont publier le fait qu'elle a couché avec l'un et qu'elle a couché avec l'autre à très peu de temps de distance. Si elle n'accepte pas,
eh bien, de devenir leur esclave sexuelle. Donc, ils lui tordent le bras pour qu'elle devienne une machine à plaisir, exactement ce que Merteuil veut faire de la pauvre Cécile de Volanges, qu'elle trouve trop peu intelligente pour en faire une intrigante, donc on va en faire une machine à plaisir. C'est la même chose, et c'est 40 ans plus tôt. Donc, faire tomber l'autre en son pouvoir pour en abuser et l'abaisser, ça existe auparavant. Il faut conclure que ni la généralité des mauvaises mœurs, ni le cynisme libertin ne sont particuliers à Laclos. Se repose la question en quoi consiste son apport spécifique. Eh bien, je dirais que Laclos a vu quelque chose que personne n'avait vu avant lui, c'est la coexistence des croyances au sujet de l'amour et des croyances contradictoires. Et c'est en cela qu'il est supérieur à Prévost, à Crébillon, à Rousseau, à Sade. Il a su incarner dans des personnages ces aspirations opposées au sujet de l'amour et du désir physique. Tous ne pensent pas de même. Les personnages de son roman n'ont pas l'intention ni les moyens de penser d'eux-mêmes. Laclos fait cohabiter les âges de la vie et les niveaux d'expérience d'où découlent des évaluations contradictoires et des espoirs contradictoires au sujet des situations où il place ses personnages. Pour les innocents, l'amour est un moment capital. Pour les expérimentés, c'est pas grand-chose, l'amour physique. Donc ce sont toujours les libertins qui gagnent parce que leur mise est moindre et leur sensibilité émoussée. Les innocents n'ont pas d'armure. Le libertin est mieux carrossé. La résistance au choc ne peut pas être la même comme si on organisait physiquement la rencontre entre un vélo et une voiture ou entre une voiture et un char d'assaut. L'armure du libertin, c'est son insensibilité. Il gagne parce que ça ne lui fait rien. Ce sont des êtres différemment constitués et Laclos les comprend dans un même roman. Il les fait se croiser dans les mêmes compagnies. Il montre ce qu'ils sont des contemporains habitant le même monde. Et c'est ça la force stupéfiante de ce roman, c'est qu'il récuse les divisions de l'histoire littéraire qui distingue clairement, comme j'ai essayé de le faire pour vous cet après-midi, le courant libertin et la vogue sensible. Ça, c'est un truc de prof. Hein. L'histoire littéraire le fait d'autant plus facilement que les auteurs ont été les premiers à s'enfermer dans leur représentation du monde. Chez Crébillon, vous trouverez que des jeunes gens à la mode occupés à se dépraver avec esprit et légèreté. Chez Rousseau, je vous défie de rencontrer autre chose que des âmes sensibles, des belles âmes. La force de Laclos, c'est de croiser leur trajectoire en maître de la balistique. Ce qu'il y a de cruel dans la réalité, c'est qu'elle excède les représentations que chacun peut s'en faire. La réalité brasse ce que nous distinguons. Madame de Tourvel ou d'Ancenis sortent d'un roman sentimental, un roman sensible, vous les trouveriez chez Madame de Graffigny, vous les trouveriez chez Rousseau, bien sûr. Valmont appartient au roman libertin. C'est un homme sans morale et sans Dieu. C'est un homme qui ne se fait scrupule de rien dans ses rapports avec les femmes. C'est un homme qui, comme Don Juan, croit que 2 et 2 font 4 et point. Cécile et Danceny, le couple d'amoureux tendres, a vite fait de prouver son inconsistance et de passer du naïf au néant. Ce qui est tendre et sans calcul n'a aucune chance en face de ce qui est insensible et rusé. Dans la réalité, les êtres sont mêlés, les innocents sont aux prises avec les roués, sans qu'aucun savoir préalable à l'expérience n'ait le pouvoir d'éclairer sur la partie qui se joue. La jeune Cécile, qui ne sait rien, ne voit rien, bien sûr. Elle est cruche. Christine Le Tailleur a eu parfaitement raison de garder la deuxième lettre, je crois, celle où elle confond le cordonnier avec le futur mari que sa mère veut lui présenter. Vraiment, elle ne comprend rien. Bon. Mais la présidente de Tourvel, elle anticipe très justement les risques qu'elle encourt et elle n'a pas davantage les moyens de les éviter.
Alors inversement, vous allez me dire, Valmont ne s'attend pas à aimer, il en est le premier surpris. C'est le cas de reprendre la formule de Marx, les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font, bien sûr. L'exception, alors je disais, l'originalité de Laclos, c'est d'avoir fait coexister ces sensibilités contraires. Puis la dernière exception, enfin, et l'extrême originalité, c'est sans doute Madame de Merteuil. Madame de Merteuil qui, elle, lit dans le jeu de tous les autres et semble posséder mieux qu'eux le motif de leur action et le motif de ses propres actions. Elle ne ressemble à rien. Il n'y a aucun antécédent littéraire qui rende compte de Madame de Merteuil. Si ce n'est peut-être un antécédent qui n'est pas littéraire, Madame de Montmort, chez qui le jeune Henri Bayle, Stendhal, le futur Stendhal, allait manger des noix confites quand il était enfant. Stendhal affirme dans la vie de Henri Brulard qu'elle fut l'original de Madame de Merteuil dans les Liaisons dangereuses, et il la décrit vieille, riche et boiteuse. Que Madame de Merteuil ait eu ou non un modèle dans la réalité, ce personnage est pleinement original, contrairement aux autres qui ont tous des précédents littéraires. Vraiment, l'invention de Laclos, ce n'est pas de créer une femme sensible ou une innocente ou un jeune homme amoureux ou un libertin aguerri. Son originalité, c'est de les faire se croiser. Merteuil, en revanche, ça c'est un ovni, c'est l'apparition du jamais vu, contrôlée, insensible, vouée à dominer, elle semble invulnérable. Elle présente pourtant une faille constitutive puisqu'elle écrit des lettres franches, sinon sincères. Et n'imagine pas que ces lettres puissent être divulguées. Or, même avant le dénouement, quand nous lisons le roman ou quand nous voyons le spectacle, nous savons que c'est divulgué. Puisque nous lisons, elle est à découvert. Or, si la noirceur de son âme est découverte, elle est perdue. La marquise, qui contrôle absolument toutes les expressions de son visage, laisse aller les expressions de sa plume quand il s'agit de chanter son triomphe et d'humilier ceux qui s'opposent à elle, ce que Dominique Blanc incarne si prodigieusement. En écrivant, elle s'expose et donc donne imprudemment des armes à celui qu'elle veut posséder. Elle qui est le mensonge fait femme, se perd pour avoir été trop vraie. Si on laisse de côté la petite vérole qui ravage son visage à la toute fin du roman ou du spectacle. Voilà, Merteuil est déshonorée par la divulgation du courrier avant d'être défigurée. Elle est perdue sur le plan social parce qu'elle n'a pas anticipé quelque chose qui est la défection de son complice. Et sans doute pensait-elle qu'elle avait de quoi le perdre, mais c'est un calcul trop court. Elle le tenait tant qu'il tenait à la vie, mais pas au-delà. Sur la courte vue de la pire des femmes et de la plus rusée, je n'ai aucune hypothèse. On a beaucoup dit que la fin des Liaisons dangereuses était équivoque, et je n'ai pas la prétention de trancher cette énigme. Je vous remercie de m'avoir permis de la retracer devant vous, et j'espère que nous allons échanger sur cette mystérieuse et énigmatique figure de l'égalité entre les sexes qu'est Madame de Merteuil. Bonjour à tous et merci beaucoup Claude Habib. Alors on va essayer en effet de tirer des fils entre ce que vous venez de dire sur le 18e et notre présent, des questions que vous vous posez sûrement tous sur l'amour, sur le désir, sur la sexualité. Alors on va échanger toutes les deux pendant environ une demi-heure si ça vous convient, et puis ensuite on vous donnera la parole pour des questions. J'aimerais, Claude Habib, qu'on continue sur ce motif de Madame de Merteuil, sur l'originalité de ce personnage et sur cette fin très ambiguë
que donne Laclos à ces liaisons dangereuses. Est-ce que c'est une fin de circonstance? On n'en est pas très sûr. Est-ce que c'est une fin morale? Et comment ça résonne aujourd'hui? Alors, ça a été beaucoup dit que c'était une fin décevante, d'une fin moralisatrice, plaquée sur un roman qui montre l'état de corruption des mœurs dans l'aristocratie. Alors, celui qui a beaucoup dit ça, c'est Roger Vaillant, qui dit, bon, cette fin, c'est comme la fin du Tartuffe, vous savez, l'exempt arrive et puis tout est réglé, alors que si il n'y avait pas cette intervention miraculeuse de Louis XIV à la dernière scène, bon, ils étaient ruinés et c'était fichu et Tartuffe emportait le morceau. Alors, ce rapprochement de la petite vérole et de l'exemple du Tartuffe, bon, on peut le comprendre en disant, bon, voilà, il a voulu faire une fin morale pour s'exempter. D'ailleurs, ça n'a pas marché, puisqu'il y a un scandale complet des liaisons dangereuses au XVIIIe siècle. Ça sent le soufre et c'est tout de suite... Et ça lui vaudra sa carrière, d'ailleurs. Il sera toujours barré dans sa carrière avant la Révolution par le fait d'avoir écrit ce roman scandaleux. Alors, moi, je ne crois pas que Laclos soit du parti de Merteuil, parce que si on y réfléchit bien, avant que la petite vérole la défigure et qu'elle perde un œil, bon, là, son destin d'intrigante et de femme fatale est un petit peu barré, parce que Borgne, c'est plus difficile. Auparavant, elle est quand même perdue socialement par le fait que Valmont, au moment de mourir, donne le paquet de lettres à Danceny, et donc toutes les noirceurs de Merteuil sont sur la place publique, et donc il y a cette scène qui était formidablement mise en scène hier, avec les huées qui partaient de la salle et qui chassent Merteuil hors du théâtre, et donc elle est perdue socialement de manière immanente. C'est à l'intérieur même de la pièce qu'elle a fabriquée qu'elle est perdante. Elle est perdante parce qu'elle n'a pas compris qu'elle pouvait être trahie par Valmont du moment que lui-même acceptait la mort, allait à la mort, et donc il l'entraîne dans sa perte. Donc je ne crois pas que ce soit une fin artificielle. Je pense bien qu'il a voulu la démasquer et la perdre. Maintenant, la moralité de Laclos, dans sa vie à lui, il est marié, il est fidèle à sa femme, et il est plutôt rousseauiste dans ses rapports avec sa femme, dans les lettres, ce sont des lettres sentimentales. Je pense bien qu'il condamne Madame de Merteuil parce que c'est une femme criminelle, c'est une femme qui pousse à la mort une autre femme, la présidente de Tourvel, par jalousie, dépit, et d'autre part, qui fait une machine à plaisir, qui veut réduire à un état de prostitution la malheureuse Cécile Volanges, qui est cruche, mais enfin, c'est pas une raison. Voilà. Donc c'est un personnage noir, criminel. Et moi, ce qui me frappe, c'est que c'est plus vu. Et chez mes étudiantes, Merteuil, c'est un modèle. C'est-à-dire qu'il y a un malentendu sur la figure de Merteuil aujourd'hui. Je crois que nous sommes happés dans notre désir d'égalité des sexes par la formidable lettre 81, où elle explique que tout ce qu'elle fait, c'est pour vivre comme un homme, pour vivre librement. Alors elle est obligée de se donner beaucoup plus de mal que Valmont. Valmont, il n'a qu'à arriver et séduire, alors qu'elle, elle n'a pas le droit de séduire parce qu'à ce moment-là, sa réputation s'effondrerait. Donc il faut qu'elle soit mensongère, dissimulée, qu'elle contrôle les traits de son visage et qu'elle passe pour une digne femme alors qu'elle se conduit de manière très légère. Et ça suffit, cette aspiration à vivre comme un homme, à, je dirais, aveugler, j'en sais rien, mais les travaux d'étudiantes, parce que j'ai beaucoup d'étudiantes qui ont voulu faire un master sur les liaisons dangereuses, et à chaque fois, je suis très frappée par l'indulgence moderne pour ce personnage qui, à mon avis, est conçu comme un personnage noir, mais qui est excusé par les lectures modernes. Et c'est surtout un personnage guerrier. Enfin, le motif de la guerre est extrêmement important dans les liaisons dangereuses. Ah, c'est la guerre, c'est bien elle qui le dit. C'est la guerre entre les sexes. C'est à ça qu'elle parvient dans son rapport avec Valmont. Donc c'est un personnage de la concurrence entre les sexes, de la guerre des sexes. Mais ça n'a pas l'air de gêner actuellement, peut-être parce qu'on est devenu insensible. Ça n'a pas l'air de gêner et elle est... oui,
perçue comme une figure positive, alors que je pense que c'est un petit peu une erreur de lecture. Mais ça veut dire que pour vous, quand vous parlez de ces travaux d'étudiantes qui semblent passer à côté de ce personnage de Merteuil, ça veut dire que pour vous, on est encore dans une idée de la guerre des sexes, qu'on n'a pas dépassé ça dans notre manière d'aimer, de désirer? Oh, écoutez, je ne sais pas, parce que c'est ce que je disais au début, des manières d'aimer, je pense qu'il y en a autant que de personnes dans cette salle. Donc, je sais pas du tout, je ne peux pas parler à ce niveau de généralité. Non, je pense que quand même le motif d'une sorte d'agressivité entre les sexes, il vient du féminisme, de la demande d'égalité, et nous vivons avec, enfin on n'est pas prêt de le dépasser, nous sommes que nous vivons avec une aspiration féministe qui peut avoir des côtés agressifs au point que l'agressivité incroyable du personnage de Merteuil nous paraissent à certains convenables, normales, supportables. Moi je supporte pas trop, mais bon, je supporte pas trop parce que que le dépit conduise à la vindicte, j'arrive pas à me dire que c'est un destin euphorique pour les femmes. Je pense qu'on peut essayer d'avoir avec l'autre sexe des rapports plus pacifiés. Alors justement, de quelle manière? Alors là non, sur la confiance intersexuelle à chacun, à chacune, de trouver des voies. Enfin, écoutez, quand même, à côté d'une vision uniment conflictuelle des rapports entre hommes et femmes, il me semble que nous avons, dans l'expérience française, oui, motif dont je suis un petit peu spécialiste, mais une habitude de l'amicalité et le jeu entre hommes et femmes, c'est ce qui s'appelle la galanterie. La galanterie, c'est un jeu de flirt respectueux qui dure quand même dans ce pays depuis 3 siècles et qui, alors vous allez me dire c'est très superficiel, mais voilà, moi j'y tiens. Au fond, ça l'est beaucoup moins que ce qu'on peut voir dans les gestes un peu quotidiens qu'on a tendance un peu à jeter à la poubelle en disant que ce sont des signes de domination, mais c'est beaucoup plus profond que ça en réalité, la galanterie que vous avez étudiée, sur laquelle vous avez écrit. La galanterie qui consiste à mettre les femmes sur un trône pour rire, parce que c'est un jeu, ça a toujours été un jeu dès le XVIIe siècle, c'est une manière que les aristocrates ont de traiter les femmes, et de traiter... comment dire, ça se joue aussi dans un rapport de classe, c'est-à-dire on sait que les manants battent les femmes, on sait qu'ils les traitent avec des bâtons, mais nous, les aristocrates, on n'est pas des roturiers, et au contraire, on va les traiter comme des divinités. Mais un peu pour rire, parce que bon, à l'époque, on sait bien qu'il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc ce jeu galant de mettre les femmes dans une position d'idole respectée et de faire comme si on était amoureux de toutes les femmes, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est évidemment pas vrai. Bon, il a duré jusqu'au XXe siècle. Il a été... Une citation que j'adore, c'est celle de Thornton Wilder, qui est un auteur américain et qui, dans son dernier roman, en 70-72, fait dire la chose suivante. En France, il y a un rapport de flirt respectueux entre les hommes et les femmes. Un homme au restaurant regarde la servante dans les yeux. Un homme... aura ce rapport avec une femme de 90 ans, avec une prostituée. Et ça c'est vraiment l'idée de la galanterie. On ne flirte pas avec une femme de 90 ans, on ne respecte pas une prostituée. Eh bien si, en France, il y a ce flirt respectueux, even with a woman of 90, even if she is a prostitute. Et ça, ce jeu des égards, il n'est pas perdu. C'est pour ça que j'espère que, au moins dans ce pays, on va pouvoir conserver un rapport de jeu et d'amitié entre les sexes, pour parler à un niveau général. Maintenant, à un niveau individuel, chacune trace sa voie pour ne pas être blessé, pour ne pas être trahi, pour ne pas être trompé. Il y a donc une spécificité bien française, qui n'est pas un cliché. Ah oui, non, mais je crois que ce n'est pas du tout un cliché, que la mixité française, elle est de très longue date. Vous savez, la mixité, ça commence à la cour de France sous François Ier ou son prédécesseur. Alors avant, les femmes elles étaient
dans les quartiers à l'arrière, et puis soudain, la cour devient mixte. Et on dit, les dames sont l'ornement de la cour. Et ces dames qui sont l'ornement de la cour, il va falloir inventer un langage pour les mettre à l'aise. Parce que les femmes ont peur. Les femmes ont peur des soudards. Les hommes sont des soudards au XVIe siècle. Ce sont des hommes avec la rapière. Vous savez, ils ont l'épée à l'intérieur des maisons. C'est l'époque des guerres de religion, donc il faut avoir une épée sur soi, parce qu'on peut avoir besoin de s'en servir très vite. Alors ces hommes, ces soudards à rapière, il va falloir les civiliser. Et c'est ce qui se passe au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, on va passer du soudard au galant homme. Et le galant homme va devenir l'idéal. Pour passer de l'un à l'autre, pour passer de la brutalité masculine à la galanterie, il va falloir inventer un langage entre hommes et femmes. Et c'est ce langage de l'hyper-respect, les femmes sont comme ça sur des trônes, tout ce qu'on fait c'est pour leur plaire, etc., qui est donc ce charabia de cour qui s'invente au XVIIe siècle. Est-ce que admettre ou réhabiliter une galanterie française qui serait un peu passée de mode, c'est admettre la différence des sexes et dire qu'au fond, on peut vivre l'égalité dans la différence? Bah écoutez, j'espère. Sinon, si on ne peut pas vivre l'égalité dans la différence, on est fichu. Donc, enfin, c'est très difficile cette question, parce que au XVIIe siècle, c'est de la propagande royaliste, hein, cette histoire de galanterie. C'est c'est le soft power de Louis XIV. Qu'est-ce que Louis XIV dit au monde? À la cour de France, chez nous, les femmes sont merveilleusement bien traitées. On est le royaume où les femmes sont le mieux traitées. Voilà, c'est une espèce de prétention aristocratique et royale, parce que c'est vraiment soutenu par le roi. Le journal d'information littéraire ne s'appelle pas le Mercure. Mercure, c'est le dieu qui fait la communication. Il s'appelle le Mercure galant. Hein. La galanterie, et c'est un journal payé par Louis XIV, la galanterie, c'est la vitrine de la monarchie française. Alors actuellement, nous ne sommes plus la civilisation qui donne le ton, parce que ça, c'est à l'époque où on est la première puissance mondiale. Hein. C'est l'époque où l'Europe parlait français, pour reprendre l'expression de Fumaroli. Maintenant, qui donne le ton? C'est les États-Unis. Et leur soft power à eux, c'est l'individu. L'individu qui est censé tout pouvoir, qui est censé apprendre le chinois à 80 ans, tout est possible. Tout est possible à l'individu. Cet individu métamorphique qui peut tout, il est un petit peu solitaire. On le voit dans les publicités pour l'iPod, vous vous rappelez, cet individu dansant avec... c'est l'individu du cool, qui est ni homme ni femme, qui peut être LGBTI, etc., enfin, toutes les lettres de l'alphabet, qui n'est pas défini par son sexe, qui est juste l'individu. Et c'est ça que l'Amérique propose au monde et qui est assez fascinant, parce que des civilisations où les gens sont entièrement pris dans des réseaux familiaux voient soudain la possibilité d'être soi-même. Quoi? Être soi-même? On a le droit, sans être responsable, sans être soi-même délié de tout, être dansant, danser sa vie. Voilà. Alors ça, c'est la nouvelle perspective. Alors dans cette nouvelle perspective, que devient la différence des sexes? Pas grand-chose. Elle est même très critiquée. Je veux dire, si on dit il y a à penser la différence, la représentation des hommes et des femmes, oulala, c'est extrêmement suspect. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vouloir discriminer les gays, les intersexes, etc. Bon, donc il y a une tension entre notre héritage français, qui est celui d'une mixité où les femmes sont valorisées d'une certaine façon, et le projet contemporain, en tout cas l'idéologie contemporaine, qui est celle de l'individu, sans préjuger de son sexe. Donc c'est sûr que c'est un peu conflictuel. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le fait qu'au fond, aujourd'hui, on n'a plus vraiment d'ailleurs sexuel, plus d'utopie sexuelle. Qu'est-ce que ça produit? Est-ce qu'on est arrivé à la fin de quelque chose? Il y en a qui en cherchent. Alors dans Libération, ce que disait Libération, c'est les bonobos. Alors on nous propose de temps en temps les bonobos. Voilà. Bah oui, les bonobos, ils vont plus loin que nous, parce que pour se dire bonjour, au lieu de se dire bonjour, ils se masturbent. Bon, alors donc ils vont plus loin. Donc il y a encore une étape à franchir. Mais à mon avis, ça ne peut pas marcher. Parce que
ce qui jouait dans les autres représentations de l'ailleurs, par exemple Tahiti pour le 18e, bon, le voyage de Bougainville, le supplément au voyage de Bougainville de Diderot, ce qui jouait, c'est quand même l'esthétique. C'est-à-dire que c'était des autres mondes, mais qui étaient des autres mondes enchantés, érotico-esthétiques. Le 18e, par exemple, pour les frères Goncourt. Chez Victor Hugo, vous en avez un qui montre bien ça. C'est le personnage de Monsieur Gillenormand. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Les Misérables, c'est le beau-père de Marius. Alors, c'est un petit vieux qui est royaliste, qui est donc réactionnaire, mais il est non seulement royaliste et réactionnaire, mais tout à fait émoustillé par le 18e et les petites femmes. Donc, il va être charmé par Cosette parce que c'est une jolie femme. Donc, et il représente donc l'attrait pour le 18e. Même chez Verlaine, hein, votre âme est un paysage choisi que vont dansant masques et bergamasques, jouant du luth et rêveurs et quasi tristes sous leur déguisement fantasque. Hein, ce tableau de Watteau, c'est le tableau des fêtes galantes. Voilà. Donc, c'est esthétisé aussi. C'est toujours esthétisé. La Suède, le Brésil étaient des paradis esthétisés. Le problème des bonobos, c'est que on peut difficilement avoir envie de soi-même. Voilà. Donc, je crois qu'on est au bout et qu'on a à assumer le fait que voilà, les mœurs sont relâchées, c'est agréable, le relâchement est agréable, a été agréable, mais il me semble qu'on est au bout. Voilà. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui veulent aller plus loin. Mais parce qu'il y a quelque chose, vous disiez tout à l'heure qu'on est à une époque où on n'a jamais été aussi libre, et en même temps, alors ce qui peut être vrai, et en même temps, on a le sentiment qu'on est dans un temps de rupture, peut-être de régression. Enfin, de régression en quel sens? Dans le sens de la liberté. Si je prends par exemple la liberté des femmes dans l'espace public, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point de bascule vers une régression, vers quelque chose? Est-ce qu'on peut affirmer ça aujourd'hui, encore, qu'on n'a jamais été aussi libre? Ah ben nous, on n'a jamais été aussi libres. Maintenant, nous qui alors? Oui, alors nous qui? Alors bien évidemment, si vous passez aux populations musulmanes qui sont sur notre territoire, soit qu'elles arrivent, soit qu'elles soient là depuis les 30 Glorieuses, puisque c'est sous Giscard d'Estaing que le rapport aux immigrés bascule avec le regroupement familial, qui est à ce moment-là acté, sont des populations pour qui la mixité n'est pas passée. La mixité occidentale, moi ça me frappe beaucoup que, il faut bien comprendre, ce ne sont pas seulement les djihadistes fous qui pensent que c'est monstrueux et qu'il faut faire sauter les boîtes de nuit comme ils ont fait à Bali, c'est pas... ou se jeter sur les femmes seules ou accompagnées d'ailleurs comme ils ont fait à la guerre de Cologne, ce ne sont pas des extrémistes, c'est l'idée générale du monde musulman. C'est l'idée générale du monde musulman. Et la preuve en est que le très sympathique commerçant tunisien, et généralement djerbien, qui tient l'épicerie arabe ouverte tard le soir. Je ne sais pas si vous avez ça à Strasbourg, on a ça à Paris, c'est une bénédiction, parce qu'avant on ne pouvait pas trouver de jambon. Bon, et là on en a. Bon. Alors, ce commerçant très sympathique, il n'a rien à voir avec un terroriste. Mais si vous réfléchissez, il tient la boutique avec son frère, il tient la boutique avec ses cousins, il tient la boutique avec son fils, mais il n'y a pas d'épicière à la caisse. Vous ne voyez pas la femme? Non, c'est pas possible. Parce que dans cette civilisation-là, la mixité, ils sont en deçà de ce qui se passe avec François Ier. Non, les femmes sont à la maison. Elles ne sont pas exposées. Donc là, évidemment, il y a un problème de contact, et c'est un problème grave, parce qu'il ne s'est pas résolu. Je dis, les familles sont là depuis Giscard d'Estaing, donc ça fait quand même 40, presque 50 ans, et en 50 ans, ça ne progresse pas. Il y a mixité scolaire, parce qu'elle est obligée par la loi, mais il n'y a pas du tout de progrès dans les endroits à majorité musulmane. C'est quelque chose qu'ils n'acceptent pas. Donc oui, est-ce qu'on va régresser? J'en sais rien, mais il y a un problème de contact, c'est sûr. Parce que, au fond, quand on parle de ces questions d'amour, de sexualité, de désir, il y a la question de l'intime, la question du couple, de la famille, et puis il y a la question de l'espace public.
Oui, alors l'espace public, les femmes, elles n'ont jamais été dans l'espace public aussi à l'aise que les hommes. Parce que, oui, d'accord, il y a mixité dans la rue, mais enfin, le soir, il y a moins de mixité. Et puis, je remarque que les femmes occupent l'espace urbain de façon différente. C'est-à-dire, moi, il y a une chose où je jalouse les hommes, je peux vous le dire, c'est les flâneurs. Il y a beaucoup de romanciers ou de poètes de la flânerie. Les paysans de Paris, d'Aragon, des choses comme ça, un usage de la ville qui est un usage rêveur de la ville. Ben moi, je ne l'ai pas. Je suis désolée, j'aime beaucoup Paris, mais je ne l'ai pas. Moi, je vais où je vais et je rentre chez moi. Je n'ai pas la même épanouissement dans l'espace public. Et si vous regardez des groupes qui occupent l'espace public, qui sont masculins, ou mixtes, il peut y avoir des femmes avec, mais vous ne voyez pas des groupes de femmes tenir... Occuper un porche, garder... Et alors, quand il y a des corps par terre dans la rue, c'est des hommes. Vous voyez, c'est pas vrai que nous sommes parfaitement mixtes. Hein. Nous avons toujours une réserve... c'est pas vrai que l'Occident a entièrement réglé ce problème de mixité. Mais évidemment, dans d'autres mondes, c'est moins mixte. Mais ça a une influence sur notre manière d'aimer, de désirer, de se rencontrer. Bien sûr, cette non-mixité ou cette régression de la mixité. Si c'est non-mixte, la manière de rencontrer, ça va être... Mais là, on n'est pas dans un monde non-mixte. Ah ben, il y a des gens qui sont déjà dans un monde non-mixte ici. Je veux dire, quand vous lisez des trucs subtils, que ceux qui gagnent énormément d'argent, ce sont les chirurgiens qui font de l'hyménoplastie, c'est-à-dire de la reconstruction d'humaine, parce que sinon on est battu, parce que s'il n'y a pas de voile de virginité, alors le mari, les yeux, ça en tombe. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pour nous, la virginité des femmes, le risque de fêter Sainte-Catherine, tout ça, c'est il y a très longtemps. Eh ben non, c'est en même temps, c'est contemporain. Donc oui, bien sûr que la mixité change le mode de rencontre et le mode de choix de l'autre. Et qu'est-ce que ça veut dire comme crainte? Qu'est-ce que ça veut dire comme d'avoir besoin de se refaire un hymen? Là, il y a une autre question qui m'a frappée en voyant les liaisons dangereuses hier soir, c'est la question de la réputation. Le respect, la réputation, qui est vraiment une question centrale pour ces jeunes filles dans la pièce. Et c'est aussi une question centrale, étrangement, aujourd'hui, pour certaines jeunes filles, si on prend par exemple les réseaux sociaux. Oui, et ça c'est une chose évidemment très importante de se rendre compte que des questions qui paraissent oubliées, ça c'est une réflexion de Vincent Pérez dans le petit leaflet là qu'ils ont donné en même temps que le spectacle. Et Vincent Pérez dit, c'est pas une question de code de bienséance derrière nous, etc. Dans les réseaux sociaux, une jeune fille peut être absolument déshonorée parce qu'on divulgue des photos ou des propos qu'elle a tenus, et donc on peut rabaisser et humilier une fille pour son inconduite. Alors je pense que ça se passe à un niveau juvénile, ce serait plus difficile avec une femme mûre de 30-40 ans, mais enfin ça se passe encore. Donc oui, ces questions de réputation au niveau collège-lycée, ça joue encore. Et la sociologue Irène Théry me disait qu'elle avait été tout à fait frappée de voir chez des jeunes gens de l'âge de ses fils qui sont élevés par des mères féministes, qui débarrassent la table, qui assument les travaux domestiques, tout ce que vous voulez, continuer à diviser les femmes, les jeunes filles, les objets d'amour potentiel en deux, avec les filles chaudes et les filles bien. Et que ça continuait. Que ça se continuait malgré l'exposition au thème féministe. Je crois que ça, c'est quelque chose qui ressurgit, bien sûr, parce que pour un garçon, d'abord, c'est important de savoir quelle femme peut lui céder et avec quelle femme il peut avoir des rapports durables sans risquer d'être cocu trop vite. Mais est-ce ça veut dire qu'il y a des invariants contre lesquels l'éducation, et donc l'éducation féministe, ne pourra jamais rien? Alors, je suis persuadée qu'il y a des invariants, c'est en quoi je suis totalement rétrograde et tout à fait inadaptée à la vision contemporaine de l'individu neutre.
je suis persuadée qu'il y a des invariants qui sont la différence entre actif et passif, qui sont la différence entre la puissance et la disponibilité. Alors, l'invariant, c'est quoi? C'est que pour un homme, accumuler des conquêtes est prestigieux. Pas seulement dans le roman de Laclos ou la belle mise en scène de Christine Le Tailleur. Pourquoi c'est prestigieux? Parce que les hommes s'évaluent les uns les autres selon la puissance sexuelle, et que quelqu'un qui peut avoir 6 relations sexuelles de suite avec 6 femmes différentes ou avec 6 fois la même, ça fait rien, c'est formidable. Alors que pour une femme, avoir 6 amants dans la même soirée, ce n'est pas prestigieux, parce que tout le monde peut le faire. Donc là, il y a une différence. La puissance, elle est estimée par les autres hommes. La disponibilité, les autres femmes, bon, soit elles méprisent, soit elles ignorent, mais ça n'a rien de prestigieux. Ce qui fait que un homme qui a plein de conquêtes sera toujours un être solaire, un être envié par les autres hommes, alors qu'une femme qui a plein de conquêtes, tant qu'elle est contente de ses conquêtes, ça va. Tant qu'elle y trouve, je sais pas moi, des jouissances, des orgasmes, des fiertés, youpi, j'ai couché avec Mick Jagger, très bien. Mais le jour où elle n'est pas tellement contente de ses nuits, elle ne sera pas portée par l'estime des autres. Elle ne sera pas un sujet enviable. Donc elle peut très vite tomber dans le mépris de soi parce qu'elle n'est pas soutenue par une appréciation positive. Et c'est normal qu'elle ne soit pas soutenue par une appréciation positive parce que ça n'a rien d'extraordinaire de coucher avec 10 personnes dans la même soirée. Tout le monde peut le faire. Voilà. Mais est-ce que cette différence fondamentale entre l'actif et le passif dont vous parlez n'est pas un peu rebattue, complexifiée par toutes les, je sais pas, les cultures queer, LGBT, tout ça? Enfin, est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose d'un peu plus complexe, un paysage plus complexe aujourd'hui? On essaye de nous faire croire qu'on est dans un paysage extraordinairement complexe, qu'on n'a rien vu, que LGBTI, puis je sais plus donc lesbiennes, gays, bi, trans, voilà. Intersexe, c'est voilà, I, et voilà, puis il y en a après, mais j'oublie, mais bon, ça se complexifie toujours, vous n'avez jamais rien vu, etc. Bon, qu'est-ce qu'on a inventé? Enfin, franchement, ça me paraît tout de même des trucs journalistiques un petit peu surévalués. Bon, je sais, je lis Libération, je lis les trucs qu'ils disent avec les gants de ceinture, ça plaît beaucoup ça, parce qu'avec des gants de ceinture, c'est magnifique, une femme devient un homme. Et bon, enfin, franchement. C'est un peu en pensant à ça que je vous posais cette question. Non, mais cet attirail artificiel, est-ce que vraiment on peut y croire? En gros, le viol est masculin et les femmes ne peuvent pas violer, c'est tout. Alors dans Libération, si, elles peuvent avec des bouteilles, oui, mais d'accord. Bon. Enfin, franchement, non, mais c'est pas sérieux. Mais c'est pas sérieux. Je veux dire, réellement, une partie de la population peut confondre l'agression, la violence et la jouissance. Ce que ça dit, prendre plus de plaisir à ce que je prends qu'à ce qu'on me donne, c'est ça. Hein, il peut y avoir confusion, pas chez les hommes, mais chez certains, entre l'agression et la jouissance, et chez les femmes, c'est pas possible. C'est tout. Il faut l'admettre. Dans Libération, ils ne peuvent pas admettre ça, mais je veux dire, si vous prenez des mouches et si vous prenez des guêpes, il y en a qui ont des dards et il y en a qui n'ont pas de dards. Et puis c'est tout, quoi. Enfin, bon, alors après, on peut mettre des artifices et des gants de ceinture si on veut, mais enfin, c'est pas vrai. C'est de l'artifice. Alors, Claude Habib, vous avez écrit sur le couple, vous dites que vous êtes une conjugaliste convaincue, on va en parler, vous allez nous expliquer pourquoi. Avant, je voudrais simplement qu'on revienne sur les 2 ou 3 points de bascule vraiment importants au XXe siècle qui modifient notre manière d'aimer, de désirer. Ce serait évidemment l'accès à la contraception, l'avortement, et puis il y a aussi le test de paternité. Que vous relevez dans votre ouvrage sur la galanterie française, je pense, je crois que c'est celui-là. Mais alors, ça change aussi notre manière d'aimer, d'être en couple.
ça change beaucoup. Ce sont le trois test points de bascule importants. Oh, la contraception, tout le monde comprend. Le test de paternité, voilà. c'est un truc très nouveau, très grave, qui vient de rapporter de l'argent à Rachida Dati, très bien. C'est quelque chose de terrible, je trouve, parce que... oui, moi je m'inquiète pour la paternité, si vous voulez tout savoir, parce que je m'inquiète depuis... Alors, je ne sais plus la date, c'est fin XXe siècle, le moment où on a déterré Yves Montand. Alors là, moi, je me suis dit, on entre dans un autre monde. Alors, ceux qui sont trop jeunes, je vais leur raconter l'histoire. Il y avait une femme qui persécutait Yves Montand depuis longtemps en disant que son enfant était, Aurore quelque chose, que son enfant était l'enfant d'Yves Montand. Yves Montand n'avait jamais voulu le reconnaître, n'avait jamais voulu recevoir l'enfant, et la presse prenait fait et cause pour la pauvre femme. Et donc, après la mort d'Yves Montand, cette femme a obtenu qu'on exhume le corps du chanteur pour qu'on fasse un test de paternité auquel il s'était toujours refusé pendant sa vie, ou qui peut-être n'existait pas encore d'ailleurs. Et donc, on a fait le test ADN et on s'est aperçu que c'était une menteuse et que son enfant n'avait rien à voir avec Yves Montand. Bon, alors donc ça s'est terminé par la déconfiture de la plaignante, mais voyez-vous, si ça avait été une enfant naturelle d'Yves Montand, eh bien il y avait du coup partage de l'héritage, etc. Et ça veut dire que la parole de l'homme ne compte plus du tout. Ça veut dire que si un homme dit « je ne veux pas d'enfant », c'est comme s'il n'avait rien dit. Il n'avait qu'à prendre ses précautions, répondre. Mais enfin, les hommes, depuis la préhistoire jusqu'au XXe siècle, ont fait des enfants dans le dos aux femmes. Hein, c'est une expression connue. Donc, ils faisaient des enfants de force. Et débrouillez-vous. Et maintenant, c'est le contraire. Une femme peut se faire un enfant et imposer la paternité à un homme qui n'en veut pas. Et pour moi, c'est scandaleux. Je comprends le problème du législateur. Le problème du législateur, c'est qu'il veut que tous les enfants partent sur la ligne de départ avec les mêmes avantages, donc qu'il n'y ait plus de différence entre les bâtards et les autres. Donc, que les enfants illégitimes soient aussi légitimes que les autres. Je comprends bien, mais ça signifie que les pères sont forcés d'être pères, comme les femmes autrefois étaient forcées d'être mères, et je trouve ça inqualifiable. Donc je crois, oui, que le test de paternité, en ce qu'il fait que la volonté masculine n'a plus voix au chapitre, est quelque chose de nouveau, vraiment inédit dans l'histoire humaine, puisque avant, le père était celui que désignent les noces. Hein, c'est ça le texte de loi depuis les lois romaines. Donc la paternité, c'était ce qui était créé par le mariage, donc par l'accord du père. Je pense que tous les enfants de cette femme seront de moi. Maintenant, ce n'est plus une question de parole, ce n'est plus une question de confiance, c'est une question génétique. Je trouve que c'est atroce et que je ne vois pas comment on pourrait jouer entre l'intérêt de l'enfant et l'intérêt masculin, mais il me semble que là, les choses vont trop du côté des femmes et des enfants et qu'on ne respecte pas assez le désir et l'expression du désir masculin. Alors, je le disais à l'instant, vous avez écrit sur le couple, Claude Habib, le livre s'appelle Le goût de la vie commune. Alors, c'est un livre qui commence d'une manière un peu provocatrice, puisqu'au fond, c'était un plaidoyer pour l'ennui. Pouvez-vous expliquer pourquoi ? Ça nous amène vraiment très loin. Merci de me poser cette question. Je pensais qu'on parlerait des liaisons dangereuses qui sont surexcitantes, mais vous préférez parler de mon livre qui est très ennuyeux. Oui, je commence un livre sur le couple de longue durée, non pas le feu de paille de la passion, mais le couple qui dure ou qui a l'intention de durer. Et je dis cette chose qui peut paraître triste, c'est que l'ennui me paraît le mode d'être du couple, ou en tout cas une certaine paix est ce qu'on cherche dans le couple. On cherche un rapport apaisé où la présence de l'autre n'est plus une tension. Quand
quand il y a des invités, on essaie de se mettre sous son plus beau jour. Quand on paraît en public, on essaye de montrer son bon profil. Quand on est avec l'autre, on est soi-même, on est relâché, on est en robe de chambre et en chaussons. Et si cette détente, qui est le fait du couple, on en fait une objection en disant « j'en veux plus parce que je m'ennuie avec lui », alors là, on veut le beurre et l'argent du beurre. Alors là, on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Il y a quelque chose de malveillant dans le reproche, souvent féminin je dois dire, de « je m'ennuie avec lui ». Je m'ennuie avec lui, je trouve que c'est pas très juste, parce que si vous vous amusez beaucoup plus avec Rodolphe, eh ben, au bout de 7 ans, vous vous ennuierez exactement pareil. Donc, le reproche, qui est celui du bovarisme, et ma Bovary, qu'est-ce qu'elle reprend à Charles, ce que t'ennuies terriblement, la Normandie, la pluie, Charles Bovary, c'est trop. Bon. Eh bien, ce reproche, comment dire, il n'est pas jouable au XIXe siècle, parce qu'au XIXe siècle, la pauvre Emma, elle s'endette pour avoir un amant, c'est terrible et tout ça, et puis elle finit par se suicider. Donc au XIXe siècle, ce motif est un motif de perdition. Au XXe et au XXIe, si vous prenez ce cap, vous n'aurez pas les dettes et le suicide, vous aurez la pension alimentaire et le divorce. Et ça va très bien. Donc nous sommes maintenant à un moment où il peut y avoir un bovarisme heureux, que j'ai vu chez beaucoup d'amis de 40-45 ans. « Ah, je m'ennuie trop, partons. » Et les enfants, ils me comprendront. Bon, je trouve que je préfère faire un éloge de l'ennui qui vient avec la monotonie. Ça me paraît évident. Enfin, tous les journaux disent, les journaux féminins sont extraordinaires. Je ne m'ennuie jamais avec lui. Ah bon? Mais comment vous faites, vous? Non, c'est pas vrai. L'excitation et l'adrénaline, c'est quand on prend un amant. L'ennui et la monotonie, c'est quand on est à la maison. Donc je fais un éloge de l'ennui parce que moi je trouve que l'ennui, d'abord, c'est la paix. C'est exactement ce que vous regretterez si l'autre meurt. Et c'est aussi ce qui permet de vaquer à ses propres affaires. Quand il y a cette qualité de monotonie, il me semble qu'on peut créer, jouer du piano, dessiner, que c'est dans cette paix-là que peut se préciser les talents individuels que vous avez. Donc je ne suis pas du tout pour la monotonie, je trouve qu'elle est extrêmement commode pour travailler. Mais c'est forcément admettre que l'amour se construit dans le temps long, mais donc se construit. Et donc sortir du romantisme échevelé, de la passion des débuts, ou alors admettre que le frisson est à l'extérieur. Enfin... Je ne sais pas. Il y a beaucoup de textes classiques qui disent que l'amour n'est que dans les alarmes, le tremblement, que l'amour est comme la flamme. C'est La Rochefoucauld qui dit ça. Elle a besoin du vent pour rester vive. L'amour est comme la flamme parce que ça bouge tout le temps. Et à partir du moment où c'est stable, parce que voilà, on est tranquille, on sait que on est mariés, c'est bon, ça va s'éteindre. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais on peut soutenir l'inverse, et on peut dire que l'amour est toujours le même dans le temps, il prend évidemment des caractères différents entre la passion initiale, la tranquillité, la sérénité, de la conjugalité au long cours, de la confiance mutuelle, mais j'évoquais le deuil. Et si vous pensez au deuil et au chagrin du survivant, vous retrouvez la passion. Vous retrouvez la même passion que la passion juvénile, évidemment, dans une ambiance non plus allègre mais tragique, mais vous vous apercevez que c'est la même. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait une usure. Je crois que le sentiment révèle au fil du temps des facettes différentes,
mais que c'est le même. Donc, vous voyez, je suis complètement idéaliste. Moi, je crois que l'amour existe fondé sur des rapports profonds entre celui ou celle qu'on a élu. Et là, je vais citer du Rousseau, et vous me trouverez peut-être ridicule, mais voilà, mon acte de foi, c'est une formule de Rousseau dans Émile, où il dit « On a fait l'amour aveugle, mais c'est qu'il a de meilleurs yeux que nous, et qu'il voit des rapports que nous ne pouvons apercevoir. » Cette idée que dans l'élection amoureuse, il y a la distinction de qualité, d'aspect, que le reste de la société ne peut pas voir, parce qu'ils sont infimes, parce qu'ils ne sont pas encore développés, parce que je vois dans ce jeune homme que les autres trouvent niais, le grand poète qu'il va devenir. Je vois des choses qui sont invisibles aux autres quand je choisis l'objet d'amour. Des choses que les pères de famille qui veulent sagement, la raison, les gros sous, je ne sais pas quoi, ne voient pas. L'amour a de meilleurs yeux que nous. Cette idée, c'est donc l'idée d'une vérité amoureuse, et que ce qui se passe dans le choix amoureux n'est pas perceptible par le reste de la société, mais existe bel et bien. Donc c'est une idée tout à fait différente de Schopenhauer ou tous les pessimistes qui disent bon ben voilà, il y a une flamme, il y a une illusion amoureuse, elle tombe au bout de tant de temps, et c'est la nature qui vous fait croire que voilà, telle personne est élue, mais en fait c'est la nature qui veut reproduire l'espèce à travers vous. Bon, il y a tous nos amis les biologistes qui disent voilà, ce sont les hormones qui font que vous avez une excitation qui va durer tant de temps. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout un courant qui dit l'amour est purement illusoire, et même Stendhal, quand il dit l'amour, vous savez, c'est la cristallisation comme le rameau qu'on trempe dans le lac salé de je ne sais pas où, et on ressort, et donc il est tout brillant de cristaux. Alors, l'être aimé va vous paraître comme ça, tout brillant de cristaux, purement illusoire, c'est le phénomène amoureux. Bon, si on pense ça, on pense qu'il n'y a pas de rapport objectif dans l'élection de l'autre. C'est le contraire du parti pris rousseauiste. Il y a des rapports entre deux âmes, entre deux êtres, qui sont des rapports réels, et l'amour dure tant que ces rapports ne sont pas détruits. On va peut-être passer à vos questions, vos remarques. Je crois que vous avez un micro dans la salle qui circule. Bien. Douteux. Oui, mais je comprends, parce que la question de madame, c'est de me demander de préciser ce que je veux dire sur la mise en cause de ces tests de paternité. De toute façon, on ne va pas les mettre en cause, hein. Maintenant ils existent. C'est-à-dire, maintenant on sait génétiquement de qui est un enfant. Donc, avant, on était dans une situation où la mère était toujours certaine, on ne pouvait pas douter de qui était la mère, et le père, c'était évidemment une question de confiance. C'était la femme qui disait on la croit ou on ne la croit pas. Maintenant, on est dans une situation où, pour la première fois dans l'histoire, le père est certain. Alors, la réaction féminine ou féministe, c'est il n'a qu'à assumer. Si ça ne lui plaît pas, il n'avait qu'à mettre un préservatif. Tant pis pour lui. Et moi, ce tant pis pour lui me gêne, parce que les hommes, pendant des millénaires, ont dit tant pis pour elle, elle n'avait qu'à prendre ses précautions. Tant pis pour Cécile Volange. Voilà. Mais pourquoi vous faites une différence? Pourquoi je fais une... Entre la position de la femme et la position de l'homme? Mais il y a une grande différence. Il y a une grande différence, c'est la puissance que ça donne aux femmes. Maintenant, les femmes sont le pouvoir de décision, les femmes sont le pouvoir de décision sur la progéniture. Les femmes décident puisque elles
une fois qu'elles sont enceintes, elles gardent ou pas l'enfant. Donc, c'est elles qui choisissent de mettre au monde, et l'homme n'a qu'à accepter. Donc, vraiment, la puissance sur l'enfantement est maintenant de notre côté. Alors, Madame dit c'est pas trop tôt. J'objecte. Vous ne trouvez pas ça choquant? Non, pas du choquant Non, pour les femmes. c'est pas trop tôt, c'est un juste retour des choses, quand même. Ça va, quoi. Parce que là, on est en train de faire le procès des femmes. Je pense que, moi, je suis assez choquée. Non, la guerre des sexes, on ne peut pas dire comment on est sorti. La preuve, c'est qu'il y a plein de nouvelles féministes en ce moment. Il y a un nouveau mouvement féministe. Donc, si c'était derrière nous, il n'y aurait pas besoin. Et je pense que vous avez une idée. Si la vie dansée et tout ça, moi je pense que l'individu et la femme en particulier sont dans un piteux état en ce moment, qu'on n'est pas du tout dans cette espèce de... Et je pense que il manque pour moi la dimension politique là-dedans. Oui, je voudrais dire, quand je disais l'individu danser sa vie, etc., je parlais uniquement de propagande. C'est-à-dire, je ne parlais pas de la réalité, où je suis bien d'accord avec vous, les individus ne sont pas dans une forme éblouissante. Bien sûr qu'ils sont écrasés, bien sûr que le burn-out, bien sûr que la dépression, ça, vous avez parfaitement raison. Ce que j'essayais de décrire par cet individu qui peut tout, dansant, etc., c'était ce que j'appelais le soft power de l'Amérique, c'est-à-dire l'image qui est mise en avant par l'Occident, et particulièrement l'Amérique, pour séduire. Voilà. Oui, mais justement, ça me semble que c'est détourné, il ne s'agit plus d'amour. Là. On parle de séduction et de pouvoir, on ne parle plus d'amour. Ah non, mais au contraire, ça sort absolument du... Les États-Unis et tout ça, il faut voir le prochain spectacle de Frank Richter. Il va nous dire ça mieux que moi. Mais je pense que c'est... Non, je ne pense pas qu'on est dans l'individu fait ce qu'il veut et il n'a jamais été aussi... Écoutez, bien sûr qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent. Non, mais bien évidemment qu'une idéologie n'est pas la réalité, mais que cette idéologie, celle qu'exprime le slogan 100 fois modifié par les publicités, soyez vous-même. Hein, le soyez vous-même. Il y avait même une publicité qui était comique sur le thème sois libre, bois du coca, par exemple. Bon, voilà. Alors, évidemment que cette idéologie, mais de même que la galanterie sous Louis XIV, bien entendu que la galanterie sous Louis XIV, ça ne correspondait pas à des rapports pacifiés entre les hommes et les femmes en réalité. Bien évidemment que toutes sortes d'abus existaient. Ce que j'essayais de dire, c'est qu'un rapport entre hommes et femmes avait été relayé par une mise en avant de l'individu, lequel n'est pas une représentation sexuelle. Pas plus. Je ne voulais pas du tout faire croire qu'on était dans la joie de vivre grâce aux États-Unis. Ce n'était pas mon propos. Mais pour continuer sur ce que vous disiez, Madame, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans un moment un peu étrange où, sous couvert d'une espèce de puissance féminine, on voit tout un mouvement d'hommes qui disent voilà, notre virilité est attaquée, et du coup il y a un retour du machisme comme un dernier feu de quelque chose, d'une domination en train de s'éteindre. Où vous le voyez, le retour du machisme? Moi, je vois des hommes qui n'ont qu'une peur, c'est d'être soupçonnés d'être des oppresseurs. Ça m'a beaucoup frappé au moment où on discutait de la loi de la pénalisation des clients. Parce que moi, j'étais contre la pénalisation des clients de prostituées. Donc, j'ai fait une pétition avec Elisabeth Badinter pour dire que ça ne pouvait amener que... argument que vous avez sans doute lu dans les journaux, le fait que les prostituées exerceront dans des conditions encore plus atroces, encore plus cachées, précaire, et donc elles seront exposées à pire que ce à quoi elles sont exposées actuellement. Donc, je fais cette pétition. On a eu un mal de chien pour trouver des hommes pour la signer. Parce que les hommes, ils avaient tous peur d'être pris pour des clients. On a eu tout ce qu'on voulait comme homosexuels. Les homosexuels, ils signaient à tour de bras. Il n'y avait pas de problème. Pas de problème pour eux, parce qu'ils n'étaient pas accusés d'être des oppresseurs. Mais des hommes hétérosexuels, je crois qu'on a eu Lanzmann, parce que Lanzmann, il a dit qu'il allait au bordel quand il était petit dans son livre sur
Lièvre de la Patagonie. De toute façon, Lanzmann, il a une auréole parce qu'il a fait le film Shoah. Donc, de toute façon, lui, il est moralement inattaquable, Lanzmann. Mais à part Lanzmann, je vous assure que moi, j'ai téléphoné à des jeunes qui me disaient « Ah bah si vous en trouvez d'autres, peut-être, mais là, impossible. » Alors que, vraiment, notre texte, un texte où on expliquait qu'on était absolument contre les réseaux, on était absolument contre la traite d'êtres humains. Enfin, bon, c'était Elisabeth Badinter, revue par Robert Badinter, qui avait fait le texte. Donc, c'était vraiment pas un texte olé olé, je vous assure. Mais il y avait... Et alors, combien de contre-pétitions signées par des hommes disant qu'ils étaient des bons garçons, qu'ils trouvaient que c'était très, très, très mal la prostitution, que vraiment ils condamnaient les hommes. Il y a eu aussi l'autre pétition, Touche pas à ma pute, Oui, avec le texte scandaleux, voilà. Touche pas à ma pute, qui était vraiment une sottise d'Elisabeth Lévy. Mais elle a certainement eu le même problème que moi pour trouver des signataires. Parce que je vous assure qu'ils se cachaient. Non, les hommes, au contraire, je les trouve très souvent intimidés. Enfin, peut-être ça dépend des milieux. Hein. Moi, je suis universitaire. À l'université, bon, ils ne sont pas très machos. Oui, enfin, encore une fois, ça dépend des... Ça dépend. Ouais, enfin... Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos de l'élection amoureuse du couple, de sa durabilité, de l'ennui que vous ne voyez pas comme une négation de l'harmonie. Mais est-ce que cela voudrait dire que l'amour perdure de manière éternelle? Est-ce qu'il ne peut pas mourir? Alors, l'expression de Rousseau, parce que vous avez applaudi tout à l'heure, mais ce n'était pas moi que vous applaudissiez, c'était Rousseau. L'expression de Rousseau est réservée, c'est-à-dire l'amour dure autant que les rapports qui l'ont fait naître. Hein, il y a ces rapports entre deux êtres que seuls eux voient, et pas le reste du monde. Et ces rapports, c'est un terme mathématique. Hein, le rapport en mathématiques, c'est une proportion, si vous voulez. Donc il emploie un terme mathématique et il dit ces rapports durent autant, enfin, ce lien dure autant que les rapports qui l'ont fait naître. Ça veut dire que, après tout, une âme peut changer, un être peut perdre ses qualités. C'est pas impossible que quelqu'un se dégrade et que comment dit-il, très jolie expression, les âmes cadavéreuses. Il se demande si ça existe. Peut-être qu'il y a des âmes qui s'altèrent, qui se corrompent et qui ne sont plus l'homme que j'aimais, la femme que j'aimais. C'est possible. Donc, voilà, ma réponse, c'est pas que ça dure toujours, ça dure autant que les rapports qui l'ont fait naître. Alors, dans ce cas-là, lorsque dans une même vie, vu la durabilité aussi de notre existence aujourd'hui, par rapport aux personnes du XVIIIe siècle, cela peut signifier aussi qu'il peut y avoir effectivement plusieurs vies successives de plusieurs couples et que cela ne signifie pas qu'on refuse simplement l'ennui, mais qu'aujourd'hui on est autorisé à remarquer que l'amour meurt et est renouvelé par un autre. Ma réponse, on est autorisé, oui. Il y a la loi. La loi dit que le divorce est possible. Je suis moi-même divorcée. Donc, je fais de morale à personne et bien entendu qu'il peut y avoir plusieurs séquences dans une vie humaine. Il y a, vraiment, j'ai aucune objection à vous faire. L'objection, je la ferai à votre premier argument qui était, vu que nos vies s'allongent, on a la place, l'espace pour plusieurs relations. Alors, mettons qu'on vivait jusqu'à 50 ans en 1900, maintenant on vit jusqu'à 80 ans. Croyez-vous vraiment que c'est entre 60 et 80 ans que ces problèmes se posent? Le rallongement de la vie humaine... C'est fort possible. L'allongement de la vie humaine se fait à un moment où, réellement, le change du cœur et l'excitation des rencontres, c'est quand même, à mon avis, jusqu'à 30-35 ans qu'on est le plus... Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Votre... Est-ce que vous accepteriez que cette libéralité des mœurs, qui est peut-être l'apanage de la jeunesse, Qui peut-être, j'ai pas entendu. l'apanage de la jeunesse, puisque vous parlez de 30-35 ans,
bien plus loin encore. Je me disais, toutes les séquences de la vie, et plus loin encore. Je me disais, au paradis, on va continuer. Non, mais bien entendu, enfin, je pense qu'on peut tomber amoureux à tout âge. Je crois que j'ai une grand-mère qui s'est remariée à 75 ans, donc je suis d'accord avec vous que le petit dieu Cupidon jette ses flèches un peu n'importe où, donc on ne sait pas ce qui peut se produire. Je l'admets, bien entendu. J'ai rien contre. Simplement, non, il me semble que l'instabilité sentimentale juvénile est un fait observable. Hein, je crois que les couples juvéniles sont vraiment des couples à risque. Ça me paraît certains qui sont plus exposés. On a une question là-bas au fond. Bonjour madame. Je n'ai pas cru entendre le mot interdit dans votre propos jusqu'à présent. Et c'est vraiment une question que je me suis posée lorsque j'ai lu Les liaisons dangereuses et quand vous parliez aussi de la fascination qu'il pouvait y avoir pour ce genre de littérature et de cette époque. Est-ce qu'aujourd'hui, à une époque où on s'imagine libre, une autre époque où les interdits existaient, et donc la fascination pour cette littérature-là, ne peut pas aussi tourner autour de ça, le besoin d'interdit, le besoin de mystère à un moment où le discours dominant nous dit qu'on sait tout, qu'on a des réponses avant même de pouvoir se poser des questions. Alors la double question de l'interdit et du mystère qui pour moi sont quand même aussi importants dans la relation de couple. Alors, vous avez raison, les interdits sont tombés, et ils sont tombés progressivement, ils ne sont pas tous tombés d'ailleurs. Avant, étaient interdites toutes les relations en dehors du mariage, hein, l'adultère est un interdit fort. Ensuite, les interdits sur l'homosexualité qui pèsent dans la chrétienté jusqu'à vraiment très récemment. Il reste tout de même des interdits qui sont l'interdit de l'inceste, qui reste encore, mais qui est en question. J'avais participé à une émission chez Tadei où il y avait un problème là-dessus, sur la question de est-ce qu'il ne faut pas libéraliser l'inceste, puisqu'il y avait un couple frère-sœur en Allemagne qui étaient persécutés parce qu'incestueux. C'était des frères et sœurs qui s'étaient rencontrés sur le tard sans savoir qu'ils étaient frères et sœurs et qui vivaient ensemble et qui exigeaient que leur relation soit permise, alors que l'homme avait été emprisonné, je crois, pour cette raison. Bon, est-ce que l'inceste va durer? Et bien sûr, le dernier interdit, très fortement marqué dans notre société, et beaucoup plus fortement marqué qu'au XVIIIe siècle, c'est l'interdit des rapports avec les enfants. Hein, la pédophilie est un interdit majeur pour nous, alors qu'au Casanova, il peut avoir des relations avec des petites filles de 12-13 ans sans que ça pose le moindre problème. Il n'a aucune gêne à l'avouer, comme ça. Bon, donc nous avons vraiment renforcé l'interdit de la pédophilie. Ce n'est pas absolument exact que nous sommes une société sans interdit. Maintenant, est-ce que quand il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas... Oui, sans doute. Marguerite Duras était la seule à défendre l'adultère. J'avais été frappée par cette position. Donc, au moment du bouillonnement post-68 art, on disait mais pourquoi il n'y a pas de honte, il faudrait abolir toutes ces notions. Et elle disait non, pas du tout. C'est lié à un trouble et il faut que ça demeure comme ça dans cet interdit, parce que c'est dans cet interdit qu'est la jouissance spécifique de cette relation. Bon, d'ailleurs, je ne suis pas sûre que, même s'il n'y a pas de réprobation sociale, au sens où il y avait la réprobation sociale au Scarlet Letter, même si l'interdit n'a pas la même force sociale, il n'y ait pas de la culpabilité, etc., dans des relations de ce type-là. Donc, ma réponse est certainement... Certainement, il y a un goût spécifique des relations coupables, et quand on enlève l'interdit, on enlève la culpabilité, mais d'abord, il reste de la culpabilité. Voilà.
Je parle aux gens qui ont vécu au XXe siècle. Au XXe siècle, c'était permis, en 1960, c'est tout à fait permis de fumer. On a le droit de fumer dans les ascenseurs, dans les voitures, partout. Dans les bureaux de poste, dans les avions. Maintenant, sur les paquets de cigarettes, il y a des poumons ignobles et il y a marqué que ça vous tue. Bon. Donc maintenant, on fume coupable. Avant, on fumait comme ça. Est-ce que la cigarette a le même goût? Voilà. Seuls les gens qui ont vécu dans les années 60 peuvent répondre. Est-ce que c'est le même plaisir? Est-ce que c'est le même plaisir quand c'est un plaisir interdit et coupable ou quand c'est un plaisir... Voilà. Si on a arrêté, on ne peut pas répondre. J'ai arrêté. Voilà, il faudrait quelqu'un qui fumait dans les deux âges. Oui. Vous parlez d'interdit légal, Ouais. mais au niveau des... Vous ne pensez pas qu'il y a aussi des interdits, par exemple... oui, donc, là, vous évoquez les interdits donc, légaux, mais est-ce qu'il y a... est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi, encore aujourd'hui, donc, même si c'est une société donc, que vous dites libre, aussi des interdits moraux? Je suis tout à fait d'accord. C'est ce que j'essayais de dire sur l'adultère. Il n'y a plus de réprobation sociale, il n'y a plus de condamnation absolue par le corps social. Ce n'est plus pénalement répréhensible. Vous savez, Victor Hugo va en prison parce qu'il est pris avec Léonie Briard dans le lit de son domicile. Donc un père de France peut être emprisonné pour ça. Maintenant, il n'y a plus de prison, il n'y a plus de responsabilité pénale sur l'adultère. En même temps, bien entendu, il y a encore un interdit moral. Je ne crois pas que ce soit aussi dégagé des interdits que la personne qui m'avait posé la question semblait le dire. Bien sûr que non. Ce n'est pas du tout ma question, ce n'était pas ma question. Pardon. Excusez-moi, ce n'était pas ma question, j'ai dû très mal m'exprimer, je vous Pas du tout. m'excuser. Non, ma question c'était, est-ce que dans un monde où nous avons l'impression, où il y a une espèce d'injonction à la liberté, il n'y a pas dans la fascination pour les liaisons dangereuses et ce genre de littérature, quelque chose qui est un petit peu un besoin des interdits pour pouvoir laisser un espace à l'espoir de transgresser. C'était ça ma question. D'accord. Le goût surexcitant de la transgression qu'on peut trouver. Parce qu'au fond, enfin, les liaisons dangereuses, c'est vraiment la liberté dans un périmètre extrêmement balisé de l'interdit. D'accord. Il me semble que c'était ça le sens de la question. Oui, alors en effet, on ne peut pas avoir cette tension transgressive dans le monde où nous sommes, sauf évidemment dans les relations très rares de l'inceste et de la pédophilie. Mais ailleurs, ça n'existe plus, je suis d'accord avec vous. Alors peut-être oui, c'est le ressort que donne l'interdit qui fait le plaisir de ces situations, peut-être. Merci d'avoir précisé votre question. Une chose aussi que je trouve un peu absente, c'est que l'amour, ça fait ça. De temps en temps, ça fait rien, mais de temps en temps, on a des enfants qui naissent. Apparemment, on n'en parle pas du tout là. Mais Et quand vous parlez de la paternité, justement. sur mes frêles épaules repose beaucoup ce soir. Hein, parce que s'il faut que je parle de l'amour, de la sexualité des enfants, vous me demandez peut-être trop. Je ne vous demande pas trop. Je vous dis simplement que quand vous parlez, quand vous disiez que les tests de paternité, enfin, il y avait quelque chose qui vous dérangeait. Oui, ça me dérange qu'on puisse forcer les hommes à être pères alors qu'ils ne veulent pas l'être. Ça me dérange. Et alors, et l'enfant là-dedans? Je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord qu'il y a là deux intérêts contradictoires qui sont les intérêts de l'enfant et les intérêts de l'adulte. Vous avez parfaitement raison, c'est un système qui n'est pas à deux hommes-femmes, c'est un système qui est à trois. Et il est extrêmement difficile d'être équitable. Mais je crois que le mépris complet que la législation française et la société française fait du désir et de la parole paternelle est quelque chose qui est choquant et qui met les hommes dans une position, comment dire, de défiance
est-ce que nous avons intérêt à ce que les hommes soient défiants? Nous avons intérêt, me semble-t-il, à chercher les voies d'un accord entre hommes et femmes. Et ce n'est pas en augmentant la défiance intersexuelle qu'on y arrivera. Voilà, c'est mon sentiment. D'accord? Nous sommes d'accord. Une question et puis après. Je voulais revenir sur la mixité, en fait. Vous parlez du XVIIIe siècle, et puis même François Ier, donc avant, en disant que les femmes sont apparues là à la cour, mais il y a quand même le phénomène de la courtoisie, historiquement, quand même largement antérieur. Puis là, pour faire un bond dans notre siècle, vous parlez des États-Unis, ou tout à l'heure, justement, vous parlez d'Elisabeth Badinter. Bon, cette mixité, peut-être qu'elle se dilue dans une forme d'indifférenciation, en disant maintenant, finalement, même au niveau scientifique, on prouve qu'il n'y a pas seulement XX et XY. Alors, déjà même, effectivement, en passant par la chirurgie, si on a un garçon, on peut devenir une fille, et non, je crois. Enfin. Et puis même, entre XX et XY, il y a plein de choses. Donc, est-ce qu'on va plutôt vers l'égalité ou vers l'indifférenciation? C'est peut-être... le discours, il a changé, en fait. Oui, alors, moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée qu'il y a 6 sexes. C'était une scientifique américaine qui s'appelle Fausto qui a défendu cette position. Enfin, au début, elle disait 5, maintenant, je crois qu'elle dit 6 et plus, et qu'on aura encore plus grâce à la science. Le fait est qu'il y a des intersexes. Les intersexes sont donc des gens qui peuvent avoir les 2 chromosomes, qui peuvent avoir XX et XY dans leur patrimoine génétique. Il y a, ou qui peuvent être d'un sexe, mais d'avoir les hormones de l'autre. Voilà, ces cas sont des cas difficiles, sont des cas souvent douloureux. Il faut évidemment que la majorité n'écrase pas les minorités. Il faut avoir le plus grand respect, etc., pour ces situations qui sont des situations. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des situations intermédiaires que les 2 sexes n'existent pas. Hein. La nature ne fait rien de manière tranchée. Ça, c'est sûr que les robots, ils sont ceci ou ils sont cela, mais dans la nature, vous avez des gens qui ont le cœur à droite, ça existe. Vous avez des gens qui ont un seul rein, ça existe. La nature n'est pas quelque chose de mécanique. Et il y a des variants, des erreurs. Beaucoup de gens qui ont 6 doigts de pied, j'ai appris ça récemment. Bon, on opère à la naissance en général. Bon, bref, la nature fait des hérésies tout le temps. Hein. Alors, est-ce que parce qu'il y a des intersexes, on doit dire qu'il n'y a pas 2 sexes? C'est idiot. Il y a 2 sexes, non seulement dans notre espèce, mais chez les mammifères dans leur ensemble, et même chez les vertébrés. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se reproduit. Pas chez les paramécies, mais chez ceux qui ont la division sexuée comme mode de reproduction. Je ne comprends pas du tout pourquoi on se fascine sur l'indétermination. Il n'y a pas d'indétermination. Quant à ce que vous dites sur « il suffit de changer de sexe », bon, j'avais fait une table ronde avec une personne transsexuelle qui était passée de homme à femme, et qui m'a dit que l'opération inverse, elle n'était pas maîtrisée en vérité, et que pour passer de femme à homme, il y avait souvent des problèmes de dépression, voire pire, au terme de cette opération. Il y avait eu un cas très épouvantable il y a 2-3 ans en Belgique, d'une femme qui se sentait homme et donc qui avait demandé de changer d'identité, qui avait été au bout de ces opérations et qui ensuite avait demandé, parce qu'il n'était pas content de l'opération, pardon, à pouvoir être euthanasié, qui avait d'ailleurs obtenu d'être euthanasié. Bon, donc il ne faut pas en parler si légèrement. Ces opérations ne sont pas maîtrisées dans un sens, sont donc des décisions extrêmement lourdes par des gens qui ne peuvent pas supporter leurs conditions. Mais ce n'est pas si simple que ça. Là, c'est plutôt comme un discours de propagande, justement ce que vous disiez, où on ne va plus opposer les hommes et les femmes, mais plutôt montrer cette image où en fait on est vraiment tous finalement, c'est plus une déclinaison qu'une opposition entre un homme et une femme, une déclinaison de... Un continuum. Voilà, mais comme un discours plutôt... Oui, et c'est un discours qu'Elisabeth Badinter a tenu dans son livre, bien sûr, à un moment où elle pensait, je pense que c'était dans les années 80, qu'il y aurait indifférenciation, mais ça allait, je me rappelle, moi j'ai vécu à cette époque, ça allait avec
comment dire, la mode de Jane Birkin, vous vous rappelez, des femmes qui n'avaient pas de seins du tout, qui pouvaient avoir la mode de l'androgynie. Or, cette mode de l'androgynie, parce qu'il n'y avait pas que David Bowie, il y avait donc des femmes androgynes en même temps, c'est pas ce qui a dominé. Je crois qu'Elisabeth Badinter s'est trompée, parce que si vous regardez, maintenant, la mode, c'est les augmentations mammaires. Donc, au contraire, les signes secondaires de la sexualité ont augmenté. La différenciation homme-femme augmente dans la mode, en même temps qu'elle est sous un déni dans l'idéologie. Donc, je ne suis pas sûre qu'elle ait eu raison de dire que ça allait disparaître. Alors, je crois malheureusement qu'on va être obligé de s'arrêter là pour une question de temps. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Et avant de se quitter, je rappelle que vous avez le lundi 25 janvier à 20h.